Isabelle, merci beaucoup. Je suis très, très, très heureuse d'enregistrer avec vous. Alors, on n'enregistre pas en mer, c'est peut-être mieux, comme ça vous évite les hauts le cœur. C'est surtout à vous que ça évite. Ça m'évite le haut le cœur. On enregistre chez WWF et on va avoir l'occasion ensemble de parler de vos engagements. C'est génial. Vous incarnez tout ce que demain n'attend pas célèbre. Vous incarnez d'abord la force des rêves qui vous a emmené sur un bateau très jeune et puis surtout derrière aller poursuivre au rythme de votre volonté et de votre travail acharné, aller chercher vos victoires. 4 tours du monde à la voile en solitaire, dont le premier tour du monde accompli par une femme en solitaire en compétition en 91. Un record New York-San Francisco explosé en fait 14 jours de moins que les records précédents, quelques années plus tard, et aussi, comme tout marin, des difficultés en mer qui ont été essuyées. C'est ça la mer, les très, très beaux jours, les grandes gloires et les difficultés. Vous incarnez aussi un rapport au vivant, comme souvent les marins, un rapport à la nature. Vous dites régulièrement: «On ne fait pas contre les éléments, on fait avec, on trace sa route sans dégrader, sans laisser de traces». Vous incarnez aussi une sensibilité et un émerveillement face à la nature. Tout à l'heure, je vous parlais des podcasts en mer et tout de suite, vous m'avez repris en disant: «Voilà, la nature, j'ai besoin d'être entièrement disponible», et vous avez aussi conscience des failles de l'homme dans leur solitude. Vous avez beaucoup écrit dessus. J'ai eu le bonheur de me plonger dans certains de vos livres, on y reviendra tout à l'heure, dans certains de vos romans qui parlent de cette solitude qui peut confier le fin et parfois à la folie. Et puis aujourd'hui, vous avez vos combats pour le vivant, à la tête de WWF depuis longtemps, en tant que présidente d'honneur aujourd'hui. Et puis, à la tête d'autres engagements sur lesquels on aura le temps de revenir, mais qui sont tous des engagements pour l'homme et pour la nature. Isabelle, j'aimerais qu'on commence par le début et que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez découvert la mer, très jeune? Comment ça a été une histoire de transmission entre, votre père et vous-même? Oui, bah, moi, je suis une petite fille de la banlieue parisienne, hein, de Saint-Maur-des-Fossés pour être précise. On avait la chance d'aller en vacances, 2 mois à l'époque. On allait en Bretagne, toujours au même endroit, dans une petite baie qui s'appelle Lancieux. À l'époque, c'était, les côtes du Nord, maintenant ce sont les côtes d'Armor. On avait un petit dériveur qu'on repeignait tout l'hiver dans le garage et puis qu'on trimballait, derrière nous, pour l'emmener en Bretagne. Donc moi, j'ai appris la voile très simplement comme beaucoup d'enfants à l'époque, hein. Qui apprenaient soit dans des clubs, soit en famille. Donc pour moi, ça a été en famille, et j'avais 6 7 ans quand on a commencé à proposer d'embarquer sur le fameux petit dériveur. Ça a été, je dirais pas un coup de foudre, mais en tout cas, une ouverture incroyable sur un monde que évidemment je ne connaissais pas, qui m'a à la fois séduite, amusée, intriguée, et après ça m'a pas quittée quoi. J'ai eu toujours après envie, d'abord de naviguer, puis de m'intéresser à ce qu'il y a sous l'eau et voilà jusqu'à ressentir que finalement la mer était un peu mon pivot et qu'on pouvait faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec la mer et que voilà, qu'au fond ce pivot, bah, voilà, ça a été aussi le pivot de ma vie. Ils vous ont lâché en mer, mais ils vous ont lâché en mer seul, assez jeune, c'est quand même pas commun. J'ai compris que dès l'âge de 12 13 ans, vous faites Oui, oui, oui. traverser tout ça toute seule. Parce que c'était aussi, la façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui on appellerait la nage quoi. Mais mes parents, ils avaient confiance en moi. Ils m'avaient appris à naviguer. Donc entre le moment où j'avais 6 7 ans et le moment où j'en ai 12 13, bah, voilà, j'avais appris avec eux et donc quand j'avais 12 13 ans, je prenais le ce fameux petit dériveur toute seule. Alors j'avais un peu de mal à le pousser à l'eau parce que j'étais toute seule à pousser. Mais après oui, ils me faisaient confiance et voilà, il savait que j'allais revenir le soir donc il y avait à la fois la confiance dans mes capacités et aussi la confiance dans l'espèce de contrat moral. Tu fais ce que tu veux, juste à un moment donné, il faut rentrer à la maison parce Pas que, grave pour le dîner. voilà. J'adore quand on le redit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une éducation, on a beaucoup peur pour nos enfants, on les surprotège. Rappeler que leur donner un espace de liberté, c'est donner un espace de confiance et ça fait pousser les rêves, Mais c'était le important. cas, après je me souviens aussi que même en étant plus jeune, quand j'avais 8 9 ans, on partait avec, 3 autres petites filles, on était les petites filles de cet âge-là et on partait à 3 kilomètres du village dans une forêt et on construisait des cabanes, des cabanes. Et aujourd'hui, on me dirait: «Mais il y a un grand méchant loup, mais c'est pas possible, c'est la folie, tout ça». Je veux bien que la société a changé, que peut-être elle est plus compliquée ou plus dangereuse, mais enfin, je crois aussi qu'il y a une attitude par rapport aux enfants qui bien sûr a changé. Ouais, mais c'est pour ça que ça vaut le coup de le redire parce que cette attitude-là, c'est notre latitude de le changer dans la façon dont on éduque. La mère, c'était aussi la littérature.
Oui, alors c'est venu assez rapidement, bah, c'est pareil, moi je suis une petite fille de mon temps, donc des années 60. Il y a à peine la télévision, il y a 3 chaînes. Et on la regarde pas tous les jours, il y a pas d'ordinateur, donc il y a pas de réseaux sociaux évidemment. Quand on dit ça, on a l'impression d'être une femme des cavernes. Mais quand même, voilà, je suis dans un environnement où par contre j'ai la chance qu'il y a beaucoup de livres à la maison, qu'on lit beaucoup, que c'est les cadeaux traditionnels, d'offrir des livres aux enfants et donc moi, je suis abreuvé de littérature en général et évidemment des grands classiques de la littérature maritime et des aventures maritimes. Le gros avantage de la littérature ou de l'audio, c'est que chacun est libre de se construire une image dans la tête. J'ai rien contre les films ou contre les mais l'image, elle vous est imposée et donc elle vous engage sur un chemin, alors que quand vous lisez un texte, vous créez l'image dans votre tête et ce «travail-là» entre guillemets, il est incroyablement profitable, à un niveau personnel. J'ai compris que dès votre enfance, l'engagement était déjà très présent aussi. Quand j'ai 14-15 ans, donc je suis en seconde, première, je suis un petit peu en avance on va dire, hem et je m'intéresse au monde, à ce qui se passe, sur la planète et je m'engage, à l'époque où, la jeunesse française était très engagée politiquement et sur tout un tas de sujets. Donc moi, je m'engage à mon niveau. Alors il y avait le comité de libre du lycée où, on était par exemple très en lien à l'époque avec, les guerres dans le sud-est asiatique, donc Vietnam, Cambodge, Laos, mais aussi, j'ai souvenir de grandes choses qu'on avait fait à l'époque du coup d'État au Chili, qui avait, anéanti, un gouvernement, pour imposer une dictature. Enfin voilà, c'est des choses qui me parlaient personnellement. Donc je me suis engagé personnellement assez jeune et ça m'a aussi ouvert au monde et à des problématiques qu'on n'apprenait pas à l'école, qu'on n'apprenait pas au lycée. Donc ça m'a aussi formé à apprendre à prendre la parole devant, ma classe pour dire, «Ah, faut faire ça» et cetera. Donc tout ça était aussi extrêmement constructeur. Les mouvements écologistes étaient déjà présents parce que, quand on parle des années 70, on est en fait au tout début. Est-ce que vous y Oui, étiez on est tout sensible? début. Alors il y a déjà, moi je me souviens du Larzac, auquel j'ai participé, c'est pareil, je devais avoir 14-15 ans. Donc le Larzac était, ceux qui ne s'en souviennent pas, une lutte pour empêcher le développement d'accords militaires au détriment d'une zone de nature et d'une zone où il y avait des élevages, traditionnels, on va dire. Il commençait à y avoir un peu en filigrane, la question de la biodiversité, c'est-à-dire de la nature, des atteintes à la nature, ou un certain nombre mais c'était pas forcément encore très, très, très coordonné au niveau national, mais il commençait à y avoir des endroits où les gens se battaient pour, empêcher telle ou telle chose. C'était, on va dire, entre guillemets, moins mature que les luttes politiques et les luttes, on va dire sur la anti-mondialisation pour faire simple, mais ça a commencé à exister. Et c'était la grande période des luttes, féministes également, les Oui, années alors 60. moi j'étais un tout petit peu moins mêlée à ça, pourquoi? Bah, parce que je pense que moi j'ai eu de la chance et je le dirai toujours que, mes parents qui étaient, des gens de classe sociale CSP+, bien intégrés et cetera, ont offert à leurs 5 filles, une éducation extraordinaire qui n'a jamais, 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 jamais impliqué que parce qu'on était des filles, on devait faire une chose et pas une autre. Donc moi, j'ai traversé quelque part tout ça, en entendant, ce qui se faisait, mais quelque part, moi, ça me concernait pas. Oui, bien sûr. Heu je voulais faire l'agro, j'ai fait l'agro, je voulais, faire ceci, je l'ai fait, voilà et je me suis jamais alors après les gens m'ont posé la question, en particulier quand j'ai commencé à faire le tour du monde: «Alors qu'est-ce que ça fait pour une femme?» C'est une question qui ne m'effleurait pas, Oui, mais vraiment pas. oui. Donc je pense que du côté des luttes féministes, je m'en suis peut-être un peu plus rapprochée plus tard, qu'au tout début. En fait, vous aviez tellement l'impression, tellement confiance en fait que vous pouviez faire ce que vous vouliez, que Oui, vous vous êtes retrouvée en fait dans des univers assez masculins sans vous en rendre bah, compte presque. il s'est trouvé que par hasard, j'étais une petite fille qui préférait jouer avec, une boîte à outils qu'avec des poupées. Bon, mais mes parents ont eu, la sagesse, oui, des sœurs qui jouaient plus à la poupée, elles ont eu des poupées. Moi, je jouais plus avec des boîtes, outils. On m'a offert une boîte à outils quand j'avais 10 ans. Donc ils ont eu cette intelligence d'essayer d'encourager leurs enfants. Ils vous ont surtout laissé développer vos passions et aller au bout en ayant le sentiment que rien ne pouvait les arrêter. Oui, mais en même temps que rien ne pouvait les arrêter, à condition.
qu'on bosse. Oui, Et donc toujours quand même le discours c'était pas, «Ah ben ma chérie tu veux faire du bateau? Bah tiens on va t'offrir ouais. un bateau» ou je sais pas C'est pas quoi. de la Non, plaisance. et Oui, voilà, il y avait toujours cette idée quand même que, hem, les choses il faut se les construire. Et on se les construit parce que, on y met du temps, voilà, de l'énergie, de ça, et que ça ne tombe pas dans le bec. et vous avez raison de le dire, parce que la valeur travail, elle est forte partout dans tout votre, parcours et évidemment dans la partie, éminemment sportive que vous avez. C'est ta force, c'est une Pas faire autrement, ténacité, hein, si vous débarquez sur un bateau, si vous n'avez pas bossé avant, ça va pas, hein. vous faites des études d'ingénieur de la mer. Vous découvrez un milieu, le milieu professionnel de la mer qui est pas le milieu de la plaisance et vous voyez déjà les premières tensions sur les ressources des Oui, oui, parce que moi je débarque, je suis la jeune ingénieure Aleut, toute enthousiaste et tout, et je vais travailler pour des organisations professionnelles de pêcheurs. Et effectivement là, je vais voir exploser la contradiction, entre, les questions environnementales, c'est-à-dire les populations de poissons. Qu'est-ce que nous, en tant que scientifiques, on pouvait mesurer et prévoir des populations de poissons? Et puis, le milieu de la pêche qui voulait pêcher pour, rembourser les emprunts, pour, voilà, et puis, les milieux, on va dire globalement politiques qui voulaient surtout pas de vagues, donc qui n'intervenaient pas trop. Et voilà, et moi j'ai vécu les 10-11 ans où j'ai travaillé dans ce milieu, bah, j'ai vécu cette contradiction dont nous on savait que ça allait finir par l'écroulement de la pêche, et ça s'est malheureusement produit. Ce qui est étonnant quand on vous entend, c'est que quand vous parlez du Larzac, quand vous parlez de la pêche, finalement, les problèmes d'aujourd'hui étaient déjà très en germe et très visibles. Bah, évidemment, parce qu'en gros, la société de consommation qui a explosé après la 2e guerre mondiale, hein, en gros, elle était déjà en germe, hein, mais, elle a engendré une prédation de l'humain sur la nature, et qu'il fallait pas être, grand, grand clair pour se dire que si on suivait ces tendances-là, ça allait mal finir. Ouais, j'aime bien le rappeler parce que c'est vrai que la conscience du grand public est assez récente, elle date d'il y a 20 ans à peu près, mais en fait, on a une connaissance de ces enjeux, oui, plus 50 ans. Et Bah, on sent pas oui, oui, forcément parce que le milieu scientifique, qui est un milieu qui parle de ce qu'il voit et de ce qu'il mesure, hein, il s'était déjà effectivement posé la mmh. question depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait, Isabelle, que, vous prenez la mer et que voilà, parce que finalement vous auriez pu rester ingénieur et travailler avec le milieu marin, et faire de la plaisance à côté. Au bout d'une dizaine d'années, il y a un premier grand voyage et vous décidez de faire de la course. Qu'est-ce qui a provoqué ce choc à ce Alors, en moment-là? fait, d'abord j'ai envie de naviguer, et pendant que je travaille, je me construis un bateau, et donc une fois que ce bateau est construit, qui est un petit bateau en acier d'une dizaine de mètres, j'ai envie d'en profiter, et j'ai envie de traverser l'Atlantique, enfin voilà, de faire ce que j'ai un peu lu dans les bouquins, on va dire, hein, pour faire simple, mais en tout cas d'aller plus loin que, ce qu'on Le faisait quand on classique. traversait la Manche, et que voilà. Donc je vais prendre une année sabbatique. Je réalise aussi quelque chose qui m'intriguait, c'est comment on fait pour naviguer toute seule, qu'est-ce que ça Mmh. veut dire, et cetera, et tout ça est magnifique, et je reviens au bout d'un an, et en gros, je retrouve les mêmes gens aux mêmes endroits qui racontent les mêmes choses, et Impossible. ça me plaît pas trop, quoi. Enfin, Je sens vos bouffées d'angoisse. ouais, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais je veux pas me remettre entièrement là-dedans, et donc c'est là qu'arrive, en fait, l'idée de la course, parce que moi, j'ai eu des amis qui faisaient de la course, j'ai un peu vu ce que c'était, j'en avais jamais fait moi-même, mais j'ai bien senti que la course, d'abord, c'était une exigence, c'était une connaissance, c'était un engagement, tout ça autour de l'océan, et donc ça me parle, et donc je décide de m'engager dans ce qui est à peu près à ma hauteur à cette époque-là, c'est-à-dire une transat. Ça, je sais déjà faire toute seule, ça j'ai déjà fait sur des petits bateaux, ça me fait pas peur, mais donc en course. Ça, c'est évidemment, la notion, qui va se rajouter, donc ça veut dire essayer d'apprendre à être meilleur que les autres sur la préparation du bateau, sur la météo, sur et cetera, sur ceci, cela. Et voilà, donc je vais me lancer là-dedans, et puis bon, il se trouve que ça a super bien marché, donc tant mieux pour moi, quoi. C'est toujours étonnant, je trouve, quand on revient sur un chemin, parce qu'en fait, les briques qui semblent
être à côté, en fait, participe à Bien construire la sûr, suite. bien sûr. Bah, ce que je disais, moi, j'ai joué avec une boîte à outils à 10 ans, donc à 16 ou 17 ans, je cliquais le poste à soudure de papa et j'étais capable de faire une soudure, Ouais, quoi. Parce que ça m'amusait, et c'est énorme en bateau. parce que et donc quand j'ai construit un bateau en acier, ça a été une bonne chose que je sache faire la soudure. Donc et puis effectivement, mon cursus, scientifique fait que, bah, j'étais capable de parler, Mmh. de physique et de chimie, en gros, quoi. Et donc de discuter. Après, ça m'a aussi beaucoup servi avec des ingénieurs, avec des architectes, avec des chantiers, avec des enfin, voilà, je voyais les tenants et les aboutissants des choses. Derrière ça, vous passez dans un tour du monde à la voile en solitaire et ça, c'est un autre grand saut quand même. Vous avez testé le solitaire, mais sur des distances plus courtes, on fait vraiment un saut dans l'inconnu. Oui, Heu, bah, oui, mais un jour, il faut bien se décider. Si j'essaye pas, je m'en voudrais toute ma vie. Donc essayons, on verra bien. Si ça marche pas, je ferai autre chose, pas grave. Mais à un moment donné, si c'est ça que j'ai dans la tête, bah, faut y aller. En sachant là aussi toute l'énergie et du coup évidemment sur un tour du monde, c'est décuplé, par rapport aux autres activités que j'avais faites avant, mais voilà, c'est si c'est ça mon sujet, bah, il faut le prendre à bras-le-corps parce que sinon il faut arrêter de rêver à ça. il y a un premier tour et un deuxième tour du monde en solitaire, il y en a 4. Qu'est-ce qu'on apprend de ces moments-là où on est, Alors on peut compter enfin, que sur soi-même? ouais, honnêtement, d'abord c'est un plaisir fou. Quand même dire ça, c'est quand même la raison de tout ça, hein. Je fais pas ça pour être malheureuse, je fais ça pour avoir du plaisir. J'ai eu énormément de plaisir. Après, évidemment, il y a une forme d'apprentissage technique, bien sûr. Après il y a je dirais pas que c'est un apprentissage, mais c'est une perception de mers qu'on connaît pas, de milieux marins qu'on connaît pas, qui sont différents de ce qu'on voit, au large de La Rochelle ou de Deauville. Donc ce qui sont les entre autres, les fameux 40e, 50e régissants, mais pas que ça. Et après il y a, toute cette façon alors moi je déteste j'aime pas l'idée ou en tout cas la façon de dire: «Je dépasse mes limites», parce que si on dépasse ses limites, on fait une connerie. Ouais, bien sûr, c'est en Donc on les danger. dépasse jamais. Par contre, on va aller les tâter là. Oui, Et tout et et on simplement. va voir que souvent, elles sont plus loin que ce qu'on pensait. Et donc cet apprentissage-là, et surtout évidemment quand on est en solitaire, qui est de dire: «J'y connais rien, j'y arriverai pas» et puis qui est de dire: «Je suis toute seule dans mon bateau, il faut que j'y arrive», Ouais. et ben, finalement, on n'est pas plus idiote que la moyenne et on trouve des solutions. Quand je vous ai amené sur ce qu'on a appris, ce que vous avez appris, c'est sur cette expérience très particulière qu'est un tour du monde en solitaire, la première chose que vous m'avez dit, c'est: «D'abord, j'ai eu du plaisir». C'est important de le dire. Je pense ce que vous nous transmettez notamment dans vos livres, c'est que d'abord, vous avez été émerveillé par la beauté de la nature. Mmh. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bah, oui, puisque, moi j'ai la chance dans ces tours du monde ou dans d'autres navigations, d'évoluer dans un milieu qui est encore peu impacté, on va dire, même s'il l'est quand même, hein. Il y a plus un endroit sur terre qui soit pas impacté par les phénomènes, que ce soit, le dérèglement climatique, la pollution et cetera. Mais quand même un milieu qui est encore relativement vierge, heu et dans lequel en plus on peut s'immerger totalement. Mmh. C'est-à-dire que et dès qu'on a un petit peu de sensibilité, ne serait-ce qu'esthétique, après ça peut vous parler à d'autres niveaux, mais forcément, les ciels, les états de mer, les vagues, les oiseaux, les baleines, ne serait-ce que le bateau qui avance dans la mer, voilà, tout ça est une forme d'émotion, qu'on a la chance, de vivre quand on navigue et puis, en plus, encore une fois, il y a des paysages maritimes comme il y a des paysages terrestres et donc il y a des moments maritimes où c'est pas la même chose du tout. Vous êtes dans l'Alizé, c'est une certaine chose, vous êtes dans le Potomac, c'est autre chose, vous êtes dans, l'anticyclone, les Açores, c'est encore autre chose, vous êtes dans les 40e, c'est encore autre chose. Donc à chaque fois, il y a, tout un corpus de nouveautés, de choses qu'on voit, qu'on remarque, qui peuvent, déclencher des émotions. Oui, et c'est bien de le dire parce qu'on pourrait imaginer la mer, assez monotone sur la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'elle n'est pas du tout. Mais les gens me demandent toujours si je m'ennuie pas sur un bateau et je leur dis: «Bah, non, parce que c'est jamais pareil». Même si je navigue une semaine dans l'Alizé, par exemple, et bah, les couchers de soleil sont jamais les mêmes, la forme des vagues sera jamais la même, les oiseaux que je vais voir ou pas voir, les voilà. Donc
oui, je suis dans un environnement, mais comme, je sais pas moi, vous faites une balade en forêt, vous êtes dans la même forêt et pendant votre balade en forêt, vous allez, trouver, ici un arbre particulièrement beau, à côté, je sais pas quoi, un petit renard qui va l'étaler, plus loin, des fleurs, voilà. Ah, j'adore quand vous me dites ça, Isabelle, parce qu'en fait, vous faites appel à notre capacité à être vraiment dans l'instant et à vraiment regarder et non pas à voir le paysage comme un décor. Et en fait, c'est au cœur de tellement d'autres choses, C'est au cœur de la navigation déjà. La première qualité d'un marin, c'est l'observation. Si je suis pas capable d'observer la mer, je suis pas capable de comprendre ce qui se passe et je suis en danger. notamment de ne pas repérer la météo. C'est ça Par votre exemple, mais je peux avoir, toutes les intelligences artificielles de la Terre qui vont me prédire que, la météo, dans 6 heures va être, ça, ça et ça. N'empêche que si moi je vois des choses qui me font penser que c'est pas vrai, c'est le ciel qui a raison, c'est la mer qui a raison. aujourd'hui, à un moment où vous travaillez aussi sur la cause écologique, est-ce que c'est un sujet qui vous importe, ce développement de cette sensibilité, notamment dans les nouvelles générations qui sont peut-être, enfin certainement même, très pris derrière les écrans, à un Alors moment où la ville se deux développe, beaucoup? 2 éléments, d'abord, on défend que ce qu'on aime. Mmh. J'aime ma famille, je défends ma famille. J'aime, ma patrie, je défends ma patrie. J'aime le petit bois à côté de chez moi, je défends le petit bois à côté de chez moi. Ça, c'est évident. On après c'est une démarche beaucoup plus intellectuelle que de dire: «Je vais défendre un truc que j'ai jamais vu, que je connais pas, mais c'est pour le Bien sûr. principe», et cetera. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, et vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, même depuis quand même plusieurs dizaines d'années, on a des populations qui sont de plus en plus urbaines, qui sont de plus en plus coupées de la nature et donc des enfants qui ne savent plus ce que c'est que mettre une graine en terre, que regarder une crevette dans une mare ou que, regarder un nuage qui passe, quoi. Aux enfants et des adultes d'ailleurs. Des enfants et des adultes, oui, c'est mais parce que ouais, ça va parce Oui, que bien les sûr. adultes sont déjà beaucoup plus citadins, beaucoup plus coupés. Dans le meilleur des cas, la nature, c'est le parc d'à côté, qui est tout sauf de la nature. Moi, je dis, partout et tout le temps aux gens: «Ramenez vos gosses Oui. dans un bois, au bord de la mer, en haut d'une montagne, même à côté d'un champ de blé, juste pour essayer de discuter avec eux et de comprendre ce qui se passe et même, de susciter, pour soi ou pour ses enfants, justement des émerveillements. Susciter cette curiosité, ça me paraît essentiel. Susciter cette curiosité, susciter cette sensibilité, sensibilité à la beauté aussi, à Oui, la et cet émerveillement. Moi, je plus le temps passe et plus j'ai le sentiment qu'en fait, on touche là au cœur du problème. je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention, hem, à une sensibilité, qui en reste là. C'est-à-dire, vous avez sur internet des tas de trucs sur les petits chats, les petits machins, les petits nounours, les petits trucs, Mmh. où là, on va exciter votre sensibilité. On va dire, «Ah, le petit ourson, comme il est joli, comme il est mignon», et bon, très bien, il est joli et mignon. Tout le monde va rêver, de pouvoir le prendre dans les bras, alors que c'est un animal sauvage, il ne veut sûrement pas le prendre dans les bras. Les gens les plus riches vont essayer d'acquérir, en faisant marcher des mafias, des animaux sauvages parce que ils sont émus ou ils sont, voilà, retenus par, donc je pense qu'il faut quand même faire attention que la sensibilité, oui, c'est une brique importante, mais elle peut pas être toute seule. Si elle est toute seule, c'est un peu difficile. Quand vous êtes en mer, vous avez un double rapport, un rapport à la fois scientifique et quand vous parliez tout à l'heure des dangers de la mer, c'est il est certainement très activé à ce moment-là, mais aussi un rapport très sensoriel, très sensuel avec le vivant. Est-ce que c'est là aussi, quelque chose que de façon plus globale, on est en train de perdre et qu'il faut aller rechercher et qui est peut-être du ressort, qui est peut-être plus travaillé chez les peuples autochtones, qui ont ce contact permanent avec la nature? Alors ce qu'il y a de bien quand on est en mer, c'est que vous pouvez pas y «échapper» entre guillemets. Oui, Parce que vous êtes sur un petit bateau, donc ça bouge, les odeurs sont pas les mêmes, ce que vous voyez c'est pas le même, les bruits sont pas les mêmes. Donc de toute façon, quand vous êtes sur un bateau, tous vos sens sont mobilisés, pour ça. Mais ça peut être, de la même chose, on peut avoir les sens mobilisés en montant en haut d'une montagne quoi, où il y aura, la physique, et la vue et les odeurs et les voilà, donc je pense que, s
ouais, les peuples autochtones, bien sûr, parce qu'eux, ils ont toujours, Ouais. vécu très proche de tout ça, mais on peut le retrouver assez simplement, en fait. En lien avec ça, la voile et non pas la navigation à moteur, la voile, c'est d'abord l'éloge de la lenteur, c'est un autre rapport au temps. Est-ce que vous avez Quand on fait de la course, c'est un peu l'éloge de la vitesse, mais tout dépend ceci dit ceci dit, navigation. un bateau de course, ça va à la vitesse d'une mobilette, hein. Faut pas non plus, Ouais. Qu'est-ce que ce rapport au temps que vous avez sur mer vous inspire par rapport au rapport au temps bah que vous avez et qu'on a tous, sur terre? vous voyez bien qu'on est en train de devenir dingue, quoi. C'est-à-dire que, l'autre jour j'entendais que les gens maintenant, ils passent les films en accéléré parce qu'ils vont 2 fois ou 4 fois plus vite pour passer le film parce qu'il faut que ça aille encore plus vite ils supportent plus qu'il y a un plan fixe et pourquoi? Pour en voir un deuxième encore plus vite et un troisième encore plus vite. Donc on est devenus complètement maboule. D'ailleurs ça nous réussit pas, hein. On est à cette espèce de recherche permanente de vitesse qui correspond à une espèce d'idée, assez bizarre que, hem, il faudrait s'occuper au maximum pendant tout le temps. Ouais, Voilà. C'est-à-dire que, l'optimisme. et c'est très visible avec les gamins, on laisse plus et tout le monde le sait, on laisse plus les gamins s'ennuyer. Il faut toujours qu'ils soient occupés, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela, qu'ils vont au cours de trucs, au cours de machin, mais foutez-leur la paix, quoi. Il faut en faire de plus en plus dans un minimum de temps parce qu'on est plus rentable. Si vous attendez, 1 heure et demie pour répondre à un mail, on vous dit: «Alors, tu me réponds?» Bah non. Quand je pars de Boigny en mer, je laisse un message sur mon répondeur en disant: «Je reviens les Je vous rappelle dans 17 h,7 soyez jours. prudents, soyez Ouais. patients». Hem et là, c'est vraiment une hygiène de vie pour moi que, pendant 2 mois ou 2 mois et demi où je suis en mer, c'est que le rythme de la mer. Mmh. Et de toute façon, s'il y a pas de vent, on n'avance pas. L'autre enseignement, peut-être, vous allez me dire, du bateau, hem, c'est une forme de lâcher prise. On est aussi dans une société où, on est dans le contrôle en permanence. Mais c'est surtout qu'on construit l'environnement pour répondre à nos petits besoins, quoi, nos idées, en bateau, c'est le contraire. Oui, on C'est fait vous qui vous avec. construisez avec ce que l'environnement vous propose et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de lâcher prise parce que, ça veut dire qu'on accepte de s'abandonner aux conditions. Vous allez me dire: «On n'a pas le choix», donc c'est très bien, et voilà et on n'est pas dans une lutte permanente et souvent, moi, je le vois parce que j'emmène, régulièrement maintenant des gens qui sont pas des marins, qui vont être des gens qui ont une mission à bord, heu et je vois bien qu'au début, c'est difficile pour eux. C'est difficile d'accepter que, quand ils me demandent quand est-ce qu'on arrive, je leur dis: «Je sais pas». Quand, il y a pas de vent, est-ce qu'on avance? Ben non, on n'avance pas. Si jamais on a du courant dans le nez, ben on C'est ça, recule, on n'a plus heu l'habitude de ça. et et c'est comme ça, c'est la vie et c'est pas la peine de s'énerver parce que ça va pas changer. Si on est dedans et qu'on dicte pas les règles, et ben, ce qui est le plus agréable pour soi, c'est d'accepter ces règles et de faire avec. Dans la vie ici, en fait, encore une fois, on va organiser les choses pour ne pas avoir à lutter contre, justement. On se sent indépendant de la nature, du coup, on a l'impression de ne plus être dépendant des éléments et aussi, d'être sans limite. Alors, de temps en temps, les éléments viennent nous rappeler qu'en fait, ils sont là et des limites planétaires, on les emplafonne les unes après les autres. Maintenant que vous êtes plus souvent sur terre qu'en mer, même si, comme vous le disiez, chaque année vous repartez un peu moins de temps. Comment est-ce que, vous vivez ce backlash, ce retour en arrière? Qu'est-ce qui vous donne, la conviction, l'espoir pour continuer à avancer? Le fait de ne pas, adapter nos vies à l'environnement, encore une fois, c'est l'environnement qu'on a raison, et moins on sera adapté, plus on va souffrir. Donc ça, c'est voilà, donc malheureusement, on est en train de se préparer, des années Difficile. violentes, parce qu'on sait très bien que les crises économiques deviennent les crises écologiques deviennent des crises économiques et des crises politiques et que ça finit par la guerre. Voilà, donc bon, ça c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Maintenant, ça change rien à mon engagement. Moi, c'est un chemin. C'est pas une guerre que je vais gagner ou perdre.
C'est pas il y a pas un moment où je vais dire: «Point final, ça y est, on a gagné la guerre». Non, il y a de toute façon un chemin. Alors là, il y a des gros obstacles sur le chemin, bah, il y a des gros obstacles, on va voir si on peut Ouais, passer dessus, passer dessous, passer sur le côté. Le gros problème du climat, c'est que ce qui est fait aujourd'hui, bien c'est sûr, pour les plusieurs centaines d'années à venir. bien sûr. C'est du le CO2 Sur sur la les sur c'est les quand même la biodiversité, c'est assez différent. Quand on arrive à prendre des mesures pour protéger une espèce, un espace, la biodiversité, en fait, la nature a une telle puissance qu'en général, quand même quelques contre-exemples, enfin, en général, ça marche. Et ça marche sur un laps de temps relativement court. On n'est même pas en dizaines d'années, on est en années. Donc la question se pose différemment. Donc je pense quand même que, évidemment, moi, je suis un peu, j'allais dire sur tous les fronts, il y en a qui me sont plus proches et que je connais mieux, mais voilà, tout est important, le plastique, l'eau, l'océan, le voilà. Mais je pense qu'en termes de réflexion globale, si j'étais un gouvernement, ce serait quand même à travers la question climat et les interactions, climat-biodiversité que je prendrais le problème. Oui. On a besoin de tout faire au vu de l'urgence d'aujourd'hui. On a besoin de légiférer, on a besoin de consommateurs responsables, on a besoin d'entreprises engagées. On a besoin de tout et tout est en même temps un peu à la traîne. Quel est le levier, que vous si vous aviez une baguette magique, vous auriez envie d'activer, aujourd'hui? Les leviers, ils se modifient en fonction des configurations. Par exemple, aujourd'hui, le levier politique est beaucoup plus difficile à Bien activer sûr. puisque, vous l'avez dit, on est dans une période de retrait, dans une période où, bien que la société, les gens, comme on dit Mmh. maintenant, ont une vraie, inquiétude et appétence pour ces sujets-là, on voit qu'ils n'émergent plus, au OK. niveau national et que même on a des reculs. De toute façon, une société, elle change quand tout le monde change. Une société, elle change pas parce que les entreprises changent ou parce que Bien voilà. sûr. Il faut que les citoyens, les entreprises, les collectivités, les États et voilà, il faut à un moment donné il y a un entraînement collectif qui fasse que les choses se répondent. Parce que sinon ça ne marche pas. Même si les citoyens, étaient tous, très responsables, qui faisaient le maximum de ce qu'ils peuvent faire individuellement, qui mangent bio, qui font du vélo, qui font ceci, cela, ce serait un quart de leur empreinte Oui, carbone en moins. ça avait été calculé par le Voilà. Shift, Donc bah, c'est bien, il faut un peu de tout. c'est bien, il faut qu'ils fassent D'activer. ça parce qu'en plus après, les gens peuvent être, force de proposition de ou faire de voilà, mais ça suffit pas. De même, les entreprises, elles vont y aller, mais elles vont y aller aussi parce que les consommateurs les poussent ou parce que leurs employés les poussent ou parce que enfin, je pense que justement, notre boulot d'organisation généraliste, du WWF, c'est d'essayer de faire converger un peu tout ça. Et donc, on a des gens qui s'occupent des différents secteurs, hein, et qui s'occupent des entreprises, qui s'occupent du grand public, qui s'occupent du lobbying avec les États, hem et d'essayer, voilà, de tricoter ça dans un Donc sens, quoi. activer tous les leviers et même ceux qui sont un peu à la traîne, comme les leviers réglementaires aujourd'hui, les leviers politiques. Il y a un levier dont on a peu parlé, qui pourtant est majeur et qui vous tient vraiment à cœur, c'est celui des récits. Vous Mmh. travaillez au travers de la littérature, voire des films qui sont issus de vos livres parfois. Comment est-ce que vous êtes venu à la littérature et qu'est-ce que vous avez envie de là aussi laisser comme marque par vos livres? J'ai pas écrit, avant, j'ai commencé à écrire, sur le tard, hein, je devais avoir, 48 ans au moins ou 50 ans, pas moins. Parce que je j'avais pas de temps, tout simplement. J'avais largement de choses à faire, même en travaillant 7 jours sur 7. Hem et après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance à un moment donné, quand j'ai raccroché de la course au large, j'ai fait page blanche. C'est-à-dire qu'il y avait rien à l'agenda. Ce qui est énorme comme passage dans la vie, Bah, hein. oui, c'est génial. Donc j'ai remis les briques que j'avais pas pu faire avant ou en tout cas, peut-être différemment, qui m'intéressaient. Donc il y a eu l'environnement, mais il y a eu aussi, cette question de la littérature. Après j'ai eu aussi un peu de chance et puis ma notoriété m'a aidé pour que je rencontre les bonnes personnes aux bons endroits, qui là aussi m'ont fait confiance, sur, l'écriture et qui m'ont accompagné comme doit le faire une maison d'édition, et voilà, qui ont fait que ça a pu aboutir et puis bon, ça s'est bien passé donc j'ai continué. L'exercice de l'écriture, c'est-à-dire de transformer une pensée, une émotion en mots qui sont lisibles par d'autres gens, qui vont comprendre vos idées ou votre émotion en lisant vos mots, ça, c'est un très bel exercice, qui demande de mettre un peu de distance
bien Par sûr. rapport à voilà, on n'est pas en train de raconter sa vie, on est en train de mettre des mots sur un papier blanc. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment passionnant pour soi-même, qui évidemment après, on écrit pour les gens et donc c'est ce que les gens vont pouvoir recevoir de ce que vous racontez, de ce que vous avez envie qu'ils comprennent, qu'ils partagent. Et on sent dans votre écriture qui est très ciselée, un gros travail d'écriture et de réécriture pour trouver le mot juste. Moi, c'est ce qui m'amuse, Ouais. c'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis pas la copie, hein, c'est très besogneux chez moi. Je mets beaucoup de temps à écrire, j'écris, je réécris, voilà, ça me plaît pas, je recommence et Je vais vous faire revenir sur quelques-uns de vos livres, ou quelques phrases dans vos livres. J'ai découvert avec, grande joie un de vos premiers livres, je crois, «Seule la mer s'en souviendra», qui est, un livre dingue, une histoire vraie, sur cet homme qui va partir faire un tour du monde, mais par opposition avec votre propre histoire, il n'est pas prêt. Il va tout de suite, avoir des problèmes techniques. Alors comme vous, il avait fait son bateau, mais il est très vite empêché et tout de suite, il va mentir. vous êtes très chez Qu'est-ce qui vous a attaché dans cette histoire? Ce que je trouve intéressant, c'est, le rapport à la vérité, déjà, et le rapport à la vérité couplé au rapport à la solitude. C'est-à-dire quand je suis avec vous, je peux vous mentir. Je peux vous raconter ce que je veux après tout, hein. Quand je suis toute seule, ça devient compliqué de se mentir à soi-même, et c'est voilà, c'est pas une mécanique, naturelle. Il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais voilà, et donc ce personnage qui a raconté des histoires à tout le monde et comme il l'a raconté aux autres, il a commencé à les croire lui-même. Au moment où il se retrouve sur la mer, face à lui-même, bah, ça marche plus, heu et donc c'est cette mécanique-là que je trouve, intéressante, quoi, que j'ai essayé de décrire. On en trouve une autre qui est très cauchemardesque avec sous d'un seul, cette fois-ci, c'est une solitude de couple. Vous dites: «Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être ramenés à l'essentiel». Oui, parce qu'en fait, là, ce qui m'a intéressé pour le coup, c'était 2 autres sujets. C'était, on en parlait tout à l'heure, du rapport qu'on a avec la nature sauvage. On sait plus ce que c'est. Ouais. Eux, ils sont très sympathiques, ils arrivent du 15e arrondissement, hein, donc ils ont acheté un bateau, ils sont partis et cetera, mais au fond, ils savent pas ce que c'est que la nature et là, tout d'un coup, ils vont se retrouver plongés dedans, ils s'aperçoivent qu'ils y comprennent rien, qu'ils y connaissent rien, ils sont même pas capables de se nourrir. Donc ça, c'est voilà, c'est une première chose. La deuxième, effectivement, vous y faisiez allusion, c'est au fond une question qu'on voit souvent, au moment où il y a des crises graves, quelles qu'elles soient, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour celui ou celle qu'on aime. Mmh. Que ce soit son compagnon, ses enfants, ses parents, ses amis, et quand la vie est en jeu, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, quand j'ai écrit cette histoire, je me suis beaucoup interrogée sur, est-ce que ça allait être un personnage tout seul qui allait faire un naufrage? Est-ce que ça allait être un groupe? Parce que c'était intéressant aussi et quand on s'intéresse aux histoires de naufrage, on voit que le groupe, c'est et puis C'est pas finalement, je évident. me suis dit: «Mais au fond, le couple aussi bien parce que ça va focaliser la discussion, si j'ose dire, enfin les problèmes, quoi». On sent comment, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes rentrés dans l'écriture tardivement, à la cinquantaine, mais pour autant vous avez été nourris par Mmh. toute votre expérience, toutes ces années de navigation en solitaire, à plusieurs et comment tout ça porte, a permis de faire germer en fait, Mmh. toutes ces histoires. Je voudrais revenir sur un ouvrage un peu plus récent, Le naufrage de Venise, qui est en fait, un livre activiste. C'est un Oui, ça livre arrive nettement plus militant, on va dire. absolument, c'est un livre militant, c'est un livre qui nous fait envisager concrètement quelque chose qu'on sait possible, qui est, la disparition de Venise. Vous imaginez la fin de Venise sous les événements climatiques. Bah, c'est-à-dire que moi, le sujet de ce livre, c'est le déni. Oui, C'est le déni absolument. environnemental. C'est-à-dire, on sait les choses et on fait comme si on ne les savait pas. Parce que sur le climat, sur la biodiversité, sur la pollution, on sait, hein. On a enfin, on peut en trouver encore, mais on a vraiment très largement tous les éléments pour comprendre et pour décider. Il y a un certain nombre de gens qui professent l'idée, et je suis d'accord, que nous n'avons pas assez d'imagination. On est aujourd'hui incapable d'imaginer des conséquences et pourtant elles sont écrites. Quand vous lisez un rapport du GIEC, il y a plein de choses qui sont écrites noir sur blanc. Quand on m'avait interrogé sur, espèce de prospective, alors: «Comment vous voyez La Rochelle dans un siècle?» Moi j'ai dit: «Avec des passerelles au premier étage». Ouais, Parce que c'est sûr, bien sûr, parce que c'est sûr, parce que quand vous analysez la montée du niveau de bien marin, sûr.
là où on en est aujourd'hui, dans les très grandes marées, on est à 20 centimètres du bord du quai. Alors je sais bien qu'on va mettre des parapets un peu plus haut, mais enfin, l'eau, elle va faire le tour, hein, ou elle va passer par en dessous. Donc c'est un peu comme Venise. On a beau, dire: «Bah non, en fait, on va trouver des solutions, ou je sais pas quoi», bah et à un moment donné, encore une fois, l'eau elle gèle à 0°, même si ça nous plaît pas, hein. Ouais. Les récits, dystopiques, il y en a en fait, il y en a beaucoup qui nous aident à voir vers quoi on peut aller. C'est beaucoup des films américains très, grand spectacle. Ce que vous apportez, c'est des récits dystopiques qui se passent dans notre environnement. Et oui, Voilà. parce que, bon, moi ça m'intéresse moyennement, la comète qui va s'écraser sur la Terre, bon d'accord, OK, c'est pourquoi pas, enfin je veux dire que ça peut être intéressant, mais, en plus, Qu'est-ce que ça veut pour le dire coup, chez ça vous? paraît quelque chose d'ingérable. Vous ne pouvez pas rien faire Mmh. et donc vous allez vous en remettre à un mec génial qui va trouver le moyen de l'empêcher ou pas l'empêcher, ou un État génial ou je sais pas qui. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant si on veut toucher les gens et en parler, que ce soit dans leur quotidien, dans Oui. leur chair, dans leur famille, dans leur maison, dans leur histoire à eux, qu'ils puissent se projeter. On a un des personnages du roman qui nous dit: «Nous avons péché par orgueil en pensant réussir à tout maîtriser. Il y a des siècles, avec peu de connaissances, ça pourrait être excusable, mais aujourd'hui, c'est vraiment imbécile». Et derrière d'énumérer toutes les raisons que nous connaissons, dont le surtourisme de Venise. Il y a quelque chose que je vous ai pas vu utiliser, c'est l'utopie. Et aujourd'hui, peut-être qu'on manque aussi de récits positifs Mmh. dans un avenir, qu'on aurait réussi à transformer. On a beaucoup parlé en faisant peur aux gens et quelque part, c'est aussi légitime parce que c'est quelque chose vers lequel on va. C'est aussi une façon de faire en sorte que les gens me disent: «Bah non, moi je veux pas y aller donc on va faire autre chose». Heu, Maintenant ça suffit pas. Ça suffit pas à embarquer les gens et on sait tous qu'on ne change de vie que pour un truc qui sera mieux. Mmh. Moi je connais personne qui change de vie pour un truc moins bien, enfin qui est plus pareil, moins bien. Donc si, prenons un exemple un peu trivial, heu, si vous pensez que laisser la voiture pour faire du vélo, ça va faire que vous allez être fatigué et en sueur, et ben vous allez pas prendre de vélo. Oui. Si vous avez le sentiment qu'en faisant du vélo, heu, ça va être Travailler notre plus santé. sympa, plus agréable, vous allez avoir le nez dehors, ça va être meilleur pour votre santé, meilleur pour votre porte-monnaie, et qu'en plus, ça va être meilleur pour la planète globalement, en tout cas ses habitants, bah, vous allez être plus enclin à faire du vélo. Donc à un moment donné, effectivement, c'est quand même le récit positif Mmh. qu'il faut construire, qu'on arrive à construire, de temps en temps, mais ce qui est compliqué, c'est de le construire sur la généralité. Pour continuer sur cette histoire-là, à un moment donné, il faut des usines pour faire les vélos et l'usine, il faut des matières premières pour faire les vélos. Il faut voilà, donc il y a une espèce de globalité, c'est pas juste moi sur mon petit vélo qui me fait plaisir, c'est aussi derrière comment est-ce qu'on arrive à Oui. construire ce qu'il faut pour que ça marche. Et ce récit positif, il faut le construire sur chacun des gestes et il faut le construire aussi en narratif comme vous le faites. Isabelle, merci, je vais arriver à mes questions finales. D'abord, quels sont vos projets pour 2026? Bah, en fait, j'allais dire, j'ai pas de choses absolument époustouflantes nouvelles, mais par contre, j'ai quand même déjà beaucoup de travail, hein. J'ai évoqué, toutes les ensembles dans lesquelles je travaille, les gens avec qui je travaille, donc ça va continuer. J'ai navigué comme je le fais tous les étés, environ 2 mois ou 2 mois et demi. J'ai un livre que je viens de commencer, sur lequel j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'investir. C'est pas nouveau, mais voilà, parce que de toute façon, c'est que les choses que j'aime faire, Ça tu vois? fera une année bien remplie avec de la mer, avec de la littérature et des engagements Ouais. associatifs. Est-ce que alors, j'imagine que de nombreuses personnes ont été marquantes sur votre chemin. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre demain n'attend pas? Un personnage qui m'a fasciné, que j'ai failli rencontrer, mais finalement ça s'est pas fait, c'est Nelson Mandela. Ouais. Parce que, en dehors du fait qu'il a résisté à 41 ans d'emprisonnement et moi j'ai eu la chance d'aller sur l'île où il était et de voir Mmh. sa prison qui était à peu près grande comme ça, dans laquelle il a passé 41 ans. Hem Ce qui est le plus notable, c'est ce qu'il a fait pendant qu'il était en prison. C'est-à-dire d'abord de pas dévier de son objectif, d'être capable de parler avec ses gardiens, d'être capable de construire un projet politique avec
le gouvernement d'apartheid qui était en place, qui finalement a abouti, à un moment donné, si, il y a la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est parce que ce personnage du fond de sa prison a réussi à parler avec un président de Klerk qui était le président des blancs, voilà, et qu'ils ont réussi à construire quelque chose ensemble et voilà, donc ça je trouve que, cette façon de en fait, c'est une façon d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a jamais regardé derrière lui. C'est quelqu'un qui s'est pas inscrit ni dans la victimisation, ni dans l'envie de faire payer, de se venger, de et cetera. Hem, mais dont on sent qu'en permanence, il s'est dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour le mieux?» J'allais vous demander en dernière question, Isabelle, quel livre vous a inspiré? Mais on va peut-être arriver à la biographie de Mandela. Ça pourrait peut-être être Ouais. ça. Non, je sais pas, j'ai tellement lu, de choses, on va dire qu'il y a un livre qui m'est particulièrement inspiré, mais Ou un livre récent que vous avez envie de nous transmettre, un dernier coup de cœur. On enregistre juste avant des congés, ça nous donnera envie de les lire. et ben, prenez vos gosses par la main et allez dans la nature et allez voir avec eux ce que vous ne connaissez pas et eux non plus et allez juste regarder, vous demandez comment ça marche, trouvez ça rigolo, joli, essayez de renouer ce lien, heu, au travers du plaisir d'aller se balader, d'aller regarder les choses, d'aller porter un regard, une attention, j'aime bien ce que raconte, Éric Orsena, que j'ai eu de la chance d'avoir à bord. Parce qu'il disait tout le temps: «Bah, tous les 2 on est les chefs des curieux» et je lui dis: «Bah, oui, c'est vrai, on est curieux». Puis il me dit: «Tu sais, la curiosité, ça vient du latin curare et curare, ça veut dire prendre soin». Donc la curiosité, c'est une façon de prendre soin de ce au quoi Mmh. on adresse sa curiosité. Donc je trouve que, c'est ça, soyons curieux. Alors du coup, je vais conclure en faisant la publicité pour un documentaire qu'on a vu toutes les 2 très récemment et qui parle de ces histoires de transmission dans la nature. C'est le documentaire de Vincent Vincent Munier, Munier qui est absolument magnifique, qui raconte comment, 3 générations se retrouvent pour aller en forêt, faire de l'affût et donc être à l'écoute de la mmh, nature, avec ce sens du temps que vous nous décriviez tout à l'heure et avec ce sens de, l'interconnexion et de l'homme oui, oui, bien qui sûr et appartient puis de la beauté et de de la grand soi, curiosité. de beauté, absolument. Donc c'est une belle façon de conclure en rebondissant sur votre appel à partir tous en forêt avec nos enfants. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci.